Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. 20 ans après avoir été chassés du pouvoir, les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Quel avenir pour les femmes dans ces conditions? Je recevrai l'eurodéputée belge Assita Kanko. L'histoire de l'Europe, nous allons vous raconter le parcours de Simone Veil. Elle a été la première femme présidente du Parlement européen de 1979 à 1982. Les expressions populaires, jamais les Français disent « quand les poules auront des dents ». Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Avec toujours plus de nouvelles technologies, la fraude est de moins en moins rare. Au total, en 2020, le montant de la fraude bancaire en France a atteint 525 millions d'euros. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec François Saulnier, le CEO de la société Blackwen. Bonjour. Bonjour. Alors Blackwen est né au sein de l'entreprise de cybersécurité Aircom et développe des solutions d'analyse comportementale pour lutter contre la fraude dans le paiement. En quoi une société comme la vôtre est importante de nos jours à notre époque? C'est une société qui a évidemment une mission sociale très très importante. Parce qu'on a pour ambition de limiter les impacts des activités criminelles et des activités criminelles dans le monde de la finance pour rendre la société meilleure, tout simplement. Alors pour prévenir et détecter la fraude, vous reposez sur deux choses, le machine learning et donc l'intelligence artificielle. Donc c'est deux choses liées en une seule, d'après ce que j'ai compris. On reviendra plus tard sur tout ça. Avec des mots simples, qu'est-ce que le machine learning? Le machine learning, c'est une méthodologie d'analyse qui statistique, qui va s'appuyer sur l'ensemble des informations qu'on va pouvoir collecter, des montants, des destinations de pays sur les virements, etc. On va faire une analyse statistique et on va construire un modèle mathématique en s'appuyant évidemment sur des algorithmes. Et de ces analyses statistiques vont sortir une prédiction en termes de risque de fraude. Et quel est le rapport justement entre machine learning et intelligence artificielle? Alors l'intelligence artificielle, c'est le nom plus large, un domaine particulier de l'informatique. Et le machine learning est une technique, un sous-ensemble des différentes techniques qui existent dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc on va retrouver le machine learning, le deep learning, les systèmes experts, etc., etc. Et en quoi justement ces principes de machine learning, intelligence artificielle, ça vous aide dans vos missions? Alors ça nous aide parce que de manière traditionnelle, dans ces systèmes antifraude, on utilise des modèles plutôt basés sur des règles métiers exprimées par des humains. Et l'analyse statistique et l'entraînement automatisé, en fait, va permettre de s'abstraire de tous les biais cognitifs qu'on peut avoir quand on est en train de décrire un modèle de manière manuelle. Alors il y a plusieurs grandes banques françaises qui vous font également confiance, mais à part ça, à qui s'adressent vos services concrètement? Alors nos services s'adressent aux banques évidemment et à toutes les institutions financières et les fintechs notamment qu'on va pouvoir retrouver partout dans le monde, donc les fintechs du paiement, les fintechs du virement ou du transfert de devises, les organismes de crédit. Donc voilà, on a un panel assez large de clients potentiels. C'est facile de vous faire confiance à une entreprise comme la vôtre, justement quand on parle de machine learning, intelligence artificielle, on ne sait pas trop ce que c'est au final. Est-ce que les gens vous font confiance? Alors oui, les gens nous font confiance, puisqu'on a plusieurs clients d'une part, mais c'est surtout, on a à cœur de démystifier auprès de nos clients un petit peu ce qu'on met en place, ce que représente l'intelligence artificielle. Et même dans le service qu'on rend, en fait, on ne se contente pas de détecter la fraude, mais aussi de donner une explication, une contextualisation pour que les utilisateurs, nos utilisateurs, puissent comprendre les raisons pour lesquelles on pense que la transaction est suspicieuse. Vous travaillez notamment avec Carrefour Banque et Assurance. En 6 mois de collaboration seulement, vous leur avez permis d'éviter 1,8 million d'euros de fraude. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des résultats pour votre entreprise, de tels résultats? Avant tout, une grande fierté, c'est-à-dire qu'on fait correctement notre travail, que notre action a un impact réel chez nos clients. Et puis, une grande fierté, pas que pour l'entreprise, mais aussi pour toute l'équipe qui est impliquée, qui travaille quotidiennement pour mettre en place ces modèles, mais également améliorer ces modèles, améliorer le service rendu aux clients. Et en 2019, j'ai cru comprendre que votre start-up a réalisé une levée de fonds de 9 millions d'euros. En quoi ça aide une levée de fonds de telle sorte comme ça? Alors, cette levée de fonds, elle nous a aidé à construire une équipe
donc à recruter un certain nombre de personnes, à la fois des profils dans la recherche et développement, et puis aussi des profils commerciaux pour assurer le développement de l'entreprise. Donc ces fonds-là sont là pour vraiment aider au développement, à la structuration de l'entreprise, pour aller décrocher des nouveaux clients et s'assurer que l'entreprise est sur les rails de la croissance. Dit avec des mots assez simples, comment on fait pour éviter une fraude dans une banque? Imaginons, comment on fait pour prévenir de tout ça? Pour éviter une fraude dans une banque, en tant que particulier, vous voulez dire? En tant que particulier ou en tant que professionnel comme vous? Alors, en tant que particulier, il y a des choses ultra importantes et aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques sur Internet. Donc, c'est s'assurer que les données confidentielles restent bien protégées, ne pas les divulguer, éviter de transmettre ces données personnelles dans des mails ou sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, pour nous, comment on met en place ces systèmes-là? On va s'appuyer sur l'historique de données de nos clients. Donc, on va observer on va dire 2 ans d'historique de transactions, de paiement. Et on va s'appuyer sur les informations qu'ils ont collectées en termes de fraude dans le passé. Et donc, c'est à partir de ces informations passées qu'on va pouvoir venir faire une prédiction parce qu'on a observé des comportements, des patterns comportementaux, donc de l'observation comportementale des clients du passé, des fraudeurs du passé, pour venir prédire les fraudes du futur. La fraude, c'est quelque chose qui est fréquent dans une banque, par exemple, ou dans des grandes entreprises de finance? Fréquent, alors ça va dépendre du secteur d'activité, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, et avec la crise sanitaire qui s'est présentée, et notamment le fait que les gens soient à distance et utilisent des plateformes dématérialisées, on a vu une augmentation significative des fraudes, notamment en lien avec la fausse identité ou l'usurpation d'identité. La crise sanitaire a été vraiment Un catalyseur. Un catalyseur pour Ouais. tout ça? Ouais, ça a vraiment amené une accélération des fraudes dans le secteur bancaire. Alors, on a parlé tout à l'heure de votre levée de fonds de 9 millions d'euros, donc c'était 1 an après que BlackOne ait pris son indépendance. Ça vous fait quoi de voir que des entreprises, des fonds vous font confiance à ce point-là? Sur un plan personnel, c'est évidemment satisfaisant, mais c'est aussi le fruit d'un travail personnel et d'un travail collectif, du travail de toute une équipe. Du coup, on est forcément fier et quelque peu angoissé parce qu'on sent investi d'une grande responsabilité, une responsabilité vis-à-vis de la mission sociale que peut avoir BlackOne, et puis aussi les fonds qu'on nous a confiés. On a envie de faire quelque chose d'utile pour la société, tout simplement. Alors, pendant qu'on parle de financement, vous avez pu bénéficier aussi d'aide de l'Europe. À combien s'élevait cette aide et qu'est-ce qu'elle a pu vous permettre de faire? Alors, c'est un financement de l'Europe, cofinancé avec la région, un fonds FEDER de l'ordre d'1 million d'euros. Et ce fonds-là nous a servi au tout début de l'aventure de BlackOne sur les travaux de prototypage de la solution, justement pour nous permettre d'aller démarcher par la suite les prospects que sont, comme vous les citiez, BNP, Carrefour Bank ou encore Icos aujourd'hui en Angleterre. Comment est né BlackOne? Comment est né BlackOne? BlackOne est né au sein d'Aircom et c'est un projet intrapreneurial, donc avec un collègue à moi, un autre François de Pimonan, et on a monté cette structure. Et quand Thales a racheté Aircom, nos actionnaires historiques ont décidé de nous spin-offer, comme on dit dans le jargon des startups, pour nous donner notre indépendance et notre autonomie, pour pouvoir développer cette structure. Et ça fait quoi justement de voir qu'une entreprise comme Aircom prend la décision de vous donner votre indépendance, entre guillemets, votre mission propre à vous? On se dit qu'on n'a pas si mal bossé que ça, tout simplement. Alors, on a parlé tout à l'heure de comment éviter les fraudes fiscales, etc., mais comment les prévenir, comment anticiper tout ça? Comment anticiper les fraudes? Alors, on va mettre en place plus de contrôles, et en fait, il va falloir étager un certain nombre de contrôles. Si je vais prendre l'exemple du crédit, donc de la détection de fraude à l'octroi de crédit, nous, on intervient en fin d'octroi de crédit, on a toutes les données consolidées et on va donner un risque de fraude sur le dossier. Mais à l'entrée en relation, on va déjà établir un certain nombre de contrôles vis-à-vis du client, ce qui s'appelle le KYC, le Know Your Customer en anglais. Et on va venir établir aussi son profil pour s'assurer que ce n'est pas une fausse identité, que ce n'est pas une usurpation d'identité, que la personne a un projet réel dont l'intention n'est pas d'acheter des armes ou de la drogue avec, etc. Donc on va avoir un certain nombre
d'outils qui vont venir complémenter ou qui vont s'agréger ensemble pour mettre en place la détection de fraude. Vous avez parlé de contrôler les identités, etc. Comment vous y prenez pour ça ? Alors, nous, on ne fait pas du contrôle d'identité. Nous, on va contrôler la cohérence de l'ensemble des informations des clients qu'on va observer. En revanche, il y a des solutions spécialisées qui vont se concentrer exclusivement sur vérifier la validité d'une pièce d'identité d'un client potentiel. Désormais, on en sait un peu plus sur Blackwen. Merci beaucoup, François, d'avoir participé à cette émission. Donc, je rappelle que vous êtes le CEO de cette start-up. On s'intéresse à présent à l'histoire de l'Europe. Simone Veil a été la première femme présidente du Parlement européen de 1979 à 1982. Son parcours avec la Maison de l'Europe et Europe Direct. Zone Europe. Simone Veil, de son nom de jeune fille Simone Anne Jacob, est née le 13 juillet 1927 à Nice. Issue d'une famille juive, elle est déportée en mars 1944, alors qu'elle n'a que 16 ans. Elle vit pendant 13 mois les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration. Malgré ces épreuves, Simone Veil reprend ses études de droit et entre dans la magistrature en 1957. En 1970, elle est la première femme à occuper le poste de secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature, après avoir été haut fonctionnaire de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice. Son expérience et ses prises de position l'amènent à être nommée ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing et dans le gouvernement de Chirac. En mai 1974, elle propose au Parlement un projet de loi pour dépénaliser l'avortement. Ses prises de position sur le sujet sont devenues célèbres et en janvier 1975, l'avortement est légalisé en France. En 1979, elle participe aux premières élections européennes sur la liste de l'Union pour la démocratie française. Elle est élue membre du Parlement européen et elle en devient la présidente et est la première femme à occuper ce poste. Son élection au Parlement européen est un symbole fort, symbole de la réconciliation franco-allemande. Simone Veil considère le projet européen comme un moyen de maintenir la paix et de tourner la page des guerres mondiales. Lors de son discours d'investiture à la présidence du Parlement européen, elle énonce ses 3 ambitions pour l'Europe. Pour relever les défis auxquels l'Europe est confrontée, c'est dans 3 directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération. Elle contribue à donner une place politique réelle au Parlement européen dans la prise de décision. Elle est récompensée en 1981 du prix Charlemagne, qui récompense des personnalités qui ont œuvré pour la construction européenne. Elle quitte le Parlement européen en 1993 et rejoint le gouvernement français comme ministre des Affaires sociales et de la Santé et de la Ville. Elle est par la suite membre du Conseil constitutionnel durant 9 ans. Au niveau européen, elle est de nouveau sollicitée en 1996 pour être membre de la Commission internationale pour les Balkans. Son dernier engagement politique pour l'Europe intervient lors de la campagne pour la ratification par la France du traité constitutionnel européen de 2005. Elle soutient le oui au référendum avec énergie. Simone Veil a également occupé la place de présidente de la Shoah Memory Foundation et a été membre du conseil d'administration de l'IFRI. En 2008, elle est élue à l'Académie française. Son travail pour l'Europe a été reconnu en France et à l'étranger, et on retient d'elle une vision d'espoir et de progrès pour l'Europe. Simone Veil est décédée en 2017 à l'âge de 89 ans et est entrée au Panthéon en 2018. Zone Europe, l'invité politique. Le 15 août dernier, en seulement quelques heures, Kaboul tombait aux mains des talibans. 20 ans après avoir été chassés du pouvoir, les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Quel avenir pour les femmes dans ces conditions ? Aujourd'hui, je reçois l'eurodéputée belge Assita Kanko. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et membre de la sous-commission des droits de l'homme. Tout d'abord, votre sentiment sur cette prise de pouvoir des talibans. L'Afghanistan, c'était un combat peut-être déjà perdu d'avance pour les forces internationales dès leur arrivée. Je ne crois pas que c'était un combat perdu d'avance, mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et quand on regarde la façon dont l'ancien président, le président afghan s'est enfui en abandonnant son pays et son peuple, on se rend, et
apparemment avec beaucoup d'argent, on se rend compte que la communauté internationale a beaucoup sponsorisé la corruption, qu'il y a eu beaucoup d'assistanat et qu'il n'y a pas eu beaucoup de renforcement de la capacité au niveau local. Donc aujourd'hui, moi, je suis très inquiète pour la situation des femmes et des filles. Mais une fois de plus, je voudrais parler d'une phrase qu'a dite une journaliste de CNN, Madame Ward, qui a dit que quand il y a eu les attentats du 11 septembre, elle était assise quelque part et elle s'est dit « j'ai honte, je n'ai pas fait attention à ce qui se passait dans le monde ». J'ai l'impression que tous les jours, on répète la même erreur. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'Afghanistan. On a oublié ce qui s'est passé les années écoulées. Mais est-ce qu'on se rend bien compte de ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement en Afghanistan, mais aussi ailleurs, pour les mêmes raisons? Et est-ce qu'on peut parler d'un échec militaire, mais surtout d'un échec politique finalement? C'est un échec stratégique, c'est un échec au niveau de tout ce qui est politique internationale et diplomatie. Ça devrait vraiment rentrer dans les... C'est un cas d'école pour tous les étudiants en sciences politiques ou en diplomatie. Je pense qu'on persiste également dans l'erreur. Et le dindon de la farce, un peu, c'est l'Union européenne qui n'a même pas réussi à trouver sa place dans cette conversation, dans ce dialogue. Justement, alors qu'elle a une l'Union force. européenne n'a eu aucun rôle finalement dans ce processus de paix qui a essayé d'être engagé avec les talibans. Mais c'est justement, vous le dites bien, l'Union européenne n'a eu aucun rôle. En fait, on est passif, on attend d'avoir. Alors qu'on a quelque chose à dire. Donc moi, j'ai fait partie... On a aidé l'Afghanistan. On aide, on a beaucoup, un budget prévu pour ça. On a encore entendu la présidente de la Commission dire qu'on allait augmenter ce budget, etc. Donc aujourd'hui, il faut évidemment se concentrer sur les femmes et les filles, les gens qui défendent les droits humains en Afghanistan, mais sans légitimer les talibans, sans renforcer leur pouvoir. Et là c'est vraiment assez difficile à faire. Et on aura besoin de réponses au cours des semaines qui viennent. C'est la façon dont la Commission va procéder pour acheminer l'aide. Et c'est la façon dont on va procéder pour se faire respecter et faire respecter les droits humains. Et aussi au niveau de l'immigration, on va évidemment devoir accueillir les gens. Il faut aider les gens, il faut les accueillir, mais il faut également construire au niveau de la région. On ne peut pas dire que voilà, tous ceux qui doivent s'enfuir de l'Afghanistan, hop, ils vont venir en Europe. C'est toujours la même philosophie. Ce n'est pas si facile et ce n'est pas possible non plus. On a la même situation au Sahel. Donc la France aura bientôt peut-être un autre Afghanistan dans ce qui se passe au Sahel, dans la région ouest africaine. Alors vous le disiez, avec les talibans, l'une des inquiétudes, c'est la place des femmes dans le pays. Leurs conditions s'amélioraient petit à petit, Oui. mais elles restaient quand même très précaires. Quelles sont vos craintes? Est-ce que vous pensez à un retour de la charia? On pense au fait que quand les talibans étaient au pouvoir à l'époque, la burqa était obligatoire, par exemple. Est-ce que c'est l'une de vos craintes? Oui, j'ai beaucoup de craintes, mais aussi un peu d'espoir. Un peu d'espoir parce que venant moi-même d'une culture très patriarcale, assez traditionnelle, où il y avait quand même l'influence de la religion islamique aussi, je crois qu'il y a un effet sur les petites filles quand elles voient la liberté. La première fois que j'ai vu une femme libre, cela m'a fait quelque chose. Et après, on ne peut plus vous enlever ça de la tête. Mais après, il faut tout un chemin pour arriver à conquérir cette liberté. Donc les femmes afghanes ont encore tout un chemin à parcourir. Et là, on les abandonne un peu dans leur élan. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est très inquiétant. Les talibans promettent monts et merveilles, mais on sait très bien que c'est des relations publiques et qu'ils n'ont pas du tout l'intention. C'est impossible. Leur idéologie est basée sur la domination de la femme. Elle doit rester au foyer et mettre au monde surtout des garçons. Et elle-même, en soi, elle n'est rien d'autre qu'un utérus et un buffet qui leur fait à manger, c'est tout. Et donc aujourd'hui, ça ne va pas changer, quel que soit ce qu'ils disent. Donc il faut qu'on reste vigilant, mais qu'on reste vigilant aussi par rapport à l'islamisme, à ce radicalisme islamique, aussi en Europe. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de soutien à ce qui se passe en Afghanistan, en Europe? Je n'ai pas encore vu des gens qui soutenaient vraiment ouvertement les talibans, mais nous étions au Danemark pour la conférence pour les droits de l'homme et il y avait une collègue députée qui a pris un taxi et le chauffeur du taxi était quelqu'un qui lui disait à quel point les talibans étaient formidables. Elle nous l'a raconté, on a eu un peu la chair de poule parce que c'est quand même inquiétant. Mais aujourd'hui, ce que les talibans défendent, cet islamisme radical. Il existe également en Europe et il y a des gens qui le soutiennent. Mais quand on voit
les talibans qui font ce qu'ils font, tout le monde dit oui, mais il faut arrêter ça, c'est inacceptable. On voit une petite fille qui sautille à l'aéroport en Belgique, on dit c'est génial, c'est le symbole de la liberté. Très bien, mais je tiens à souligner que les gens qui sont enthousiastes, et je suis d'accord avec eux, il faut être enthousiaste quand on voit une petite fille sautiller parce qu'elle est libre, ils doivent aussi les autres jours défendre les petites filles des quartiers ici qui, elles, souffrent au quotidien sous le poids de l'islamisme dans les quartiers. Mais alors là, on dit, mais c'est leur culture, laissez-les faire. Alors ça, c'est dangereux. Donc il faut être cohérent. Alors, quand les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan, entre 1996 et 2001, des femmes étaient exécutées sur la place publique. Est-ce que vous pensez que c'est malheureusement quelque chose qui pourrait revenir, malgré le fait qu'ils disent qu'ils ont changé, qu'ils sont ouverts notamment à l'éducation, par exemple? Je ne peux pas lire dans l'avenir, mais si en tant que femme, je n'aimerais vraiment pas être en Afghanistan. Ça, c'est très évident. Si j'étais une personne homosexuelle, je ne voudrais pas non plus être en Afghanistan. Si j'ai une petite fille qui doit encore grandir et tout, je ne voudrais pas non plus y être. Je crois qu'il n'y a rien dans ce qu'ils promettent, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont démontré jusque-là, qui permet d'imaginer que ce sera le paradis pour les femmes. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je crois qu'il faut qu'on soit vigilant et qu'il ne faut pas être naïf. Si on imagine, on laisse les talibans nous bercer avec leurs belles chansons en disant qu'ils vont donner la liberté aux femmes, ça va mal se passer. Je crois qu'il faut rester vigilant, rester ferme, tout en gardant un lien avec la société civile et les activistes qui défendent les droits des femmes. C'est important. Alors, avec cette situation en Afghanistan, vous le disiez, se pose la question des réfugiés. Quelle est la place de l'Europe dans l'extradition de ces réfugiés? Est-ce qu'il aurait fallu s'y prendre plus en amont pour évacuer des gens? Oui. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, finalement? Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu une réponse à l'échelle européenne, finalement? Je pense qu'il est trop tard pour beaucoup de choses, et pas seulement pour ceci. Je crois qu'il fallait agir en amont. Pas seulement quand le président Biden a commencé à dire qu'il allait quitter l'Afghanistan. Il a évoqué les 300 000 soldats formés face à 75 000 soldats talibans. Mais c'était évident que ça allait mal se passer et que Kaboul allait tomber. Et donc, on a été en retard. On aurait dû, et c'est toujours comme ça, on attend toujours le dernier moment, et même là, c'est encore... Est-ce que vous pensez qu'à nous, finalement, la réaction à est vouloir encore, évacuer les Européens, les Américains, simplement nous, en priorité, au dernier moment, et on s'est dit, on évacuera ce qui reste comme place? On aurait dû évacuer les gens beaucoup plus tôt. Et des personnes qui habitent ici n'auraient pas dû aller en vacances en Afghanistan, malgré les conseils du ministère des Affaires étrangères. Donc il fallait respecter cela. Je crois que quand Biden est venu, tout le monde a été ébloui par son discours à l'OTAN, par tous les jolis mots et par le fait qu'il n'est pas Trump. Mais en réalité, on n'a pas vu notre propre rôle et la réaction que l'Union européenne devait avoir par rapport à ça. Je trouve que c'est vraiment... Moi, j'ai honte quand je vois comment nous avons réagi de manière passive et on est toujours en train de courir derrière les faits. C'est une politique du retard et c'est dommage. Et les talibans voient ça. Aujourd'hui, ils ne voient pas. Vous avez demandé s'ils allaient exécuter les femmes en République. Moi, je pense qu'ils sont à une autre étape où ils vont aller de manière beaucoup plus subtile que cela. Donc aujourd'hui, en privant les gens d'éducation, par exemple, ça c'est une façon d'exécuter une femme parce qu'on lui enlève tous les moyens, on lui enlève tout son potentiel. Voilà, tout son potentiel et elle a goûté à ce que c'est que cette liberté-là et elle la veut plus qu'avant. Et donc il faut qu'on nourrisse un peu ce pouvoir-là. Je crois que c'était un écrivain français qui avait dit que pour construire un bateau, il ne faut pas rassembler ces hommes et ces femmes et leur donner du matériel, leur donner des ordres. Il faut leur donner le désir profond de la mer. Et j'espère que le désir de la liberté est là et que la graine est sémée et qu'elle va continuer à pousser. Nous, on devra aider à l'arroser. Alors, un autre problème qui se pose, c'est que la Turquie, et à la frontière de tous ces conflits, la Turquie accueille déjà 3,5 millions de réfugiés syriens. La Turquie est en train de construire un mur à sa frontière avec l'Iran pour empêcher l'afflux de migrants afghans. Ankara se trouve une nouvelle fois la garde-frontière de l'Europe. Comment est-ce que l'Union européenne va encore gérer une nouvelle crise qui va s'ouvrir avec la Turquie ?
c'est encore aller gérer la conséquence de l'inaction. Alors que si on avait agi en amont, on ne serait pas dans cette situation et ça ne concerne pas que l'Afghanistan, c'est aussi ce qui se passe. Hier encore, il y a eu un bateau qui a dû être secouru au large de Lampedusa avec plus de 700 réfugiés à bord, migrants à bord. Et donc, on assiste à une répétition des choses et la Turquie va continuer à monnayer sa position et cette absence de politique migratoire et l'Union européenne va continuer à se laisser avoir. Et il n'y a pas que la Turquie. Aujourd'hui, on doit également faire face à l'attitude de la Chine et du Pakistan qui jouent double jeu avec les talibans. Donc on risque de se retrouver dans une situation où on n'a rien à dire, où on va simplement subir et courir après les faits et gérer des conséquences et subir d'autres chantages de la part d'Erdogan ou de son remplaçant. Ou alors on va se faire avoir quand il y aura quelqu'un d'autre qui remplacera Erdogan et qui sera peut-être moins brutal apparemment. On va faire comme on a fait avec Biden et Trump en disant « Oh, mais il est tout gentil, le président américain ». Moi, je ne dis pas qu'il est méchant, mais il défend son pays. Il défend son pays. Et c'est le rôle. C'est le rôle des dirigeants politiques. Ce que nous devons faire, c'est défendre l'Europe. Merci beaucoup, Asita Kanko, d'avoir été avec nous dans Zone Europe sur Sensation. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente du groupe des conservateurs et réformistes européens et puis vous êtes membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et membre de la sous-commission des droits de l'homme. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Alors on arrive au terme de cette émission et on en vient à notre rubrique consacrée aux expressions populaires. L'expression pour dire jamais les Néerlandais disent quand les veaux danseront sur la glace. Est-ce qu'il y a une équivalence en Belgique pour dire jamais? Pour dire jamais. En France, on dit quand les poules auront des dents. Oui, tout à fait. Au Burkina Faso aussi, où je suis née, on dit quand les poules auront des dents. Mais je ne connais pas l'expression flamande pour dire jamais. Sans doute parce que je le dis rarement ou que je ne le dis presque pas. Je crois aux possibilités d'avancer. Donc, je connais plutôt des expressions très optimistes. Très bien. Merci beaucoup. Alors, que dit-on ailleurs? Regardez. Les Roumains disent « quand le cochon volera ». En Italie, on dit « quando gli asini voleranno ». Cela signifie « quand les ânes voleront ». Aux Pays-Bas, on dit « quand les veaux danseront sur la glace ». En Espagne, on dit « cuando las ranas crían pelo ». Quand les grenouilles auront des poils. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation, mais également sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.